En manchette, la CAQ veut relancer le projet du Plan Nord. Une cinquantaine de personnes sculptent pour la déficience. Et la pénurie de main-d'œuvre touche le corps enseignant. Bonjour et bienvenue à ce web journal du 30 janvier 2019. La coalition Avenir Québec relance le Plan Nord et veut le faire passer en vitesse supérieure en réduisant les délais bureaucratiques tels que mentionnés en exclusivité dans le journal Le Soleil. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pourrait avoir des retombées économiques intéressantes. Jannick Aymon, quels avantages la région pourrait retirer du Plan Nord? Eh bien, dans les dernières années, il y a eu plusieurs projets miniers qui se sont développés près de la région. Ces projets ont développé des projets de transformation des ressources ainsi que de transport et d'exportation de ces ressources via le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Par contre, ces deux avantages que pourrait bénéficier la région ne sont pas sans danger. C'est ce que m'expliquait l'économiste Gilles Bergeron un peu plus tôt aujourd'hui. On peut l'écouter. Mais ça, ce type de projet-là, ça pose quand même des problèmes sur le plan environnemental, à savoir la capacité d'utiliser le Saguenay pour transporter ces produits-là. Alors là, il faudrait vraiment faire une évaluation des contraintes environnementales si on voulait que davantage ces projets-là se développent dans la région et transitent par la voie du Saguenay. Et Jannick, est-ce qu'il est possible de faire une évaluation sommaire de ce que pourrait être l'impact économique sur la région? Ce que m'a mentionné M. Bergeron, c'est qu'il est difficile pour l'instant de de prédire quel pourrait être l'impact économique du Plan Nord sur la région, principalement parce qu'il faut attendre que le projet se développe davantage. On l'écoute. Non, c'est difficile parce qu'il faut voir le type de projet, le nombre de projets quand ils vont se développer. Mais on sait qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs entreprises de la région parce que ça va dépendre aussi des appels d'offres, etc. Mais il y a beaucoup d'entreprises de la région qui œuvrent sur ces projets-là. Il a d'ailleurs ajouté que les travailleurs de la région en profiteront, mais qu'il faut attendre de voir quelle sera la grandeur du projet ainsi que le rythme de développement de celui-ci afin de pouvoir faire une étude chiffrée du Plan Nord. Et quels sont les secteurs touchés? En fait, on peut déjà dire qu'il y a plusieurs secteurs qui seront touchés. M. Bergeron m'a mentionné que le secteur de la construction sera celui qui bénéficiera le plus de ces projets. Comme a dit M. Bergeron un peu plus tôt aujourd'hui, plus tôt dans l'entrevue, en fait, c'est qu'il y aura plusieurs appels d'offres qui seront lancés prochainement et que si des entrepreneurs de la région sont sélectionnés, ça aura un impact positif sur la région puisque c'est des travailleurs d'ici qui seront sélectionnés, qui travailleront et qui rapporteront un gros salaire et feront tourner l'économie locale. Et finalement, Jannick, rappelez-nous brièvement ce qu'est le Plan Nord. Donc, en fait, c'est un développement du potentiel minier et énergétique, ce qui veut dire l'hydroélectricité, le secteur éolien, gazier et pétrolier, ainsi que le développement de l'offre touristique du Québec. Le Plan Nord concerne principalement les villes de Baie-Comeau, de Sept-Îles, de Chibougamau, mais également de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Également, il y a le Nunavik et plusieurs territoires autochtones appartenant aux Cris, aux Naskapi ainsi qu'aux Inuits. Jannick Aymon, merci beaucoup. Au plaisir. La pénurie de main-d'œuvre touche la relève du corps enseignant québécois alors que le nombre de diplômés a atteint son plus bas niveau en 15 ans selon des données du ministère de l'Éducation. La baisse du nombre d'inscriptions dans les programmes d'enseignement au secondaire est en moyenne de 30 % alors qu'on prévoit une augmentation de 20 % du nombre d'élèves dans les classes de la province d'ici 10 ans. L'UQAC est l'université la plus touchée avec une baisse d'inscription de 78 %. La responsable du programme d'enseignement secondaire à l'UQAC, Sandra Coulombe. En 2006, on diplômait 106 étudiants par année. Et l'an dernier, on en a diplômé 9. Cette année, on va en diplômer 12. Une des pistes de solution est de se tourner vers le recrutement à l'étranger, mais l'UQAC souhaite en faire davantage. On a aussi mis à jour tout le programme pour qu'il corresponde vraiment aux besoins des écoles. Les étudiants en enseignement sont rémunérés pendant leur dernier stage depuis la session d'automne, une décision survenue à la suite de nombreuses revendications. En lien avec les rumeurs sur le salaire minimum à 15 $ de l'heure, la Fédération des chambres de commerce du Québec indique que la croissance du salaire minimum doit se faire en tenant compte de l'inflation et de l'évolution du salaire moyen. La FCCQ appuie la décision gouvernementale datant de 2016 d'augmenter graduellement le salaire minimum jusqu'à ce qu'il atteigne 50 % du salaire moyen en 2020.
La Fédération rappelle que le contexte actuel de la pénurie de main-d'œuvre met déjà une pression sur la hausse des salaires dans plusieurs secteurs et que les conditions des travailleurs au salaire minimum devraient être améliorées. Le gouvernement Legault a annoncé que le salaire minimum augmentera de 25 sous le 1er mai prochain, le portant maintenant à 12,50 de l'heure. C'était la journée Belle cause pour la cause aujourd'hui. Pour l'occasion, la Fondation Vive ma santé mentale à Chicoutimi a invité la population à venir tester leurs appareils de vibration au centre Mario Tremblay d'Alma. Ces appareils diminuent le trouble d'anxiété chez les personnes atteintes d'une maladie mentale. Les fonds amassés serviront à financer les différentes activités de la Fondation. Les intervenants ont également été mobilisés sur les réseaux sociaux, comme l'explique la cofondatrice de la Fondation Vive ma santé mentale, Dominique Dano. Bien, ça représente la continuité, ça représente plus de gens qui vont pouvoir en profiter également. La journée Belle cause pour la cause vise à diminuer la stigmatisation de la santé mentale au Canada. Jusqu'à maintenant, ce sont plus de 3,5 millions de dollars qui sont accumulés avec les différentes interactions. Avec la journée Belle cause pour la cause qui existe depuis maintenant plusieurs années, les problèmes de santé mentale sont de moins en moins tabous dans la société moderne. Toutefois, certains préjugés restent tenaces et l'opinion publique est difficile à changer. Avec nous pour en parler aujourd'hui, un père aidant de l'organisme communautaire L'Escale, Jean-François Côté. Monsieur Côté, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes père aidant pour le centre L'Escale à Jonquière. Oui. Ça implique quoi, ce rôle-là, exactement? En fait, le rôle du père aidant, c'est quelqu'un qui divulgue, qui vit ou qui a vécu une problématique en santé mentale. Puis, en fait, dans la région telle que c'est instauré comme poste, c'est qu'on est prêté au CLSC également la moitié de la semaine. OK. Donc, dans le cas d'une entente de service. Là. Mais notre employeur principal reste quand même le milieu communautaire dans lequel on est embauché, donc l'Escale. Oui. Et puis, vous dites justement au centre L'Escale d'utiliser une approche alternative en santé mentale. Qu'est-ce que ça signifie exactement, ce terme-là? En fait, par approche alternative, je pense qu'on veut juste simplement nommer que c'est d'autres moyens que de passer par le réseau de santé standard, là, comme le CLSC ou l'hôpital pour ce qui traite de la santé mentale dans ce cas-là. Oui. Donc, c'est d'aller vous voir. Absolument. Puis, on a quand même une porte d'entrée qui est assez rapide aussi, qui n'a pas toutes les notions de liste d'attente, puis qui peuvent prendre souvent quelques mois lorsque quelqu'un vit une détresse psychologique. On sait que des fois, il faut y aller de manière assez ponctuelle. Là. Fait que ce serait ça la manière alternative, au lieu d'aller dans des centres hospitaliers. Bien, moi, je le perçois comme ça, oui. du moins. Là. OK. Et puis, souvent, quand on parle de problèmes de santé mentale, on va passer à de la schizophrénie, des retards mentaux. Mais si je ne me trompe pas, ça peut être quelque chose qui n'est pas visible par tout le monde. Non. Et puis, je tiens aussi à mentionner que c'est important de différencier problématiques ou difficultés ou diagnostic quelconque en santé mentale, puis retard mental, qu'on associe souvent à la déficience intellectuelle. Okay. C'est des trucs vraiment séparés. Parfois, il peut y avoir la présence de deux, mais des deux en même temps, mais c'est ce qui peut peut-être faire fausse route pour certaines personnes. Mais je pense avoir dévié la question, en fait. Mais non, c'était une bonne réponse. Bon. Et puis souvent, quand on parle des gens qui vont, par exemple, souffrir de dépression, ils vont avoir de la difficulté à s'avouer malade parce que ce serait comme un signe de faiblesse. Absolument. Mais est-ce qu'il y aurait moyen de contourner ou d'abolir ces préjugés-là? Oui, simplement en luttant avec la bonne information. Puis, comme disait un collègue avec qui j'ai fait ma formation de père aidant il y a déjà 5 ans, il disait que le silence de ceux qui se rétablissent, c'est aussi nuisible dans le cadre de la lutte à la stigmatisation que les préjugés eux-mêmes. Ouais. OK. Puis, si je ne me trompe pas, est-ce que cette façon de faire-là, de se cacher, c'est plus présent chez les hommes que chez les femmes? Je ne sais pas. C'est sûr que chez l'homme, il y a souvent une espèce d'orgueil. Ouais. Mais je n'ai pas de statistiques claires pour appuyer. Mais de ce que vous constatez depuis vos 5 dernières années dans l'organisme L'Escale, est-ce que vous avez l'impression que les hommes ont moins tendance à venir se confier à vous? Peut-être qu'ils attendent juste plus tard que les problèmes grossissent. Mais encore là, c'est peut-être juste une impression. Puis je n'ai pas vraiment de statistiques pour m'avancer trop là-dessus. Et puis, si on se dirige plus vers le mouvement Belle cause pour la cause, qui est actuellement en cours aujourd'hui, très présent sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter à des personnes qui sont au prix avec des problèmes de troubles mentaux ou des personnes qui ne sont pas touchées par ces maladies-là? Tout dépendamment de comment la nouvelle est traitée, puis comment est-ce que c'est traité dans les médias, puis tout ça. Je pense que s'il n'y a pas de mauvaise raison de faire parler de cette cause-là, puis
comme je m'appelais des fois à dire, nous autres, on en parle à l'année de la santé mentale, puis on fait de la promotion pour ça à l'année. Moi, je suis sur une table de lutte contre la stigmatisation santé mentale régionale, puis tout ça. Puis c'est comme la Saint-Valentin, hein, pas besoin nécessairement d'avoir une journée dans l'année pour manifester l'amour envers celle qu'on aime. Fait que, ça devrait être tous les jours. Oui, exact. Qu'on devrait aussi parler justement des problèmes de santé mentale. Oui, mais pas juste consacrer une journée, puis après ça, comme pour s'acheter bonne conscience, j'ai l'impression. Puis justement, qu'est-ce qu'on peut faire, mis à part des journées comme aujourd'hui, Belle cause pour la cause, pour conscientiser les gens, pour les sensibiliser? Bien, des fois, lever la main puis dire, ben oui, j'ai déjà eu telle période dans ma vie où ça allait vraiment pas bien, où j'ai envisagé telle ou telle solution, où j'ai eu tel diagnostic, ou tu sais, je connais telle personne puis essayer d'ouvrir à la curiosité plutôt que d'aller dans le tabou puis d'encourager à rester low profile. Là. Ouais. Puis comment vous les encouragez, ces gens-là, à sortir de l'ombre? Est-ce que c'est en discutant avec eux, en créant des liens? En les faisant se sentir pas jugés, premièrement, puis en les humanisant. Puis moi, j'apprécie beaucoup l'approche par les forces, en fait, où on va mettre l'emphase sur les qualités puis les forces de la personne plutôt que, comme le système de santé, des fois, nous le fait croire à parler plus de nos limitations puis à faire puis c'est ça, plutôt que nos fragilités, finalement. Ouais. Puis tantôt, on parlait de vos 5 dernières années au sein de l'organisme Lescal. Est-ce que depuis que vous êtes là, vous constatez que l'opinion publique a changé vis-à-vis les problèmes de santé mentale? J'ai l'impression qu'on évolue à petits pas, tranquillement, mais un peu comme l'homosexualité était peut-être dans les années 60, ce que c'est aujourd'hui. Il y a une grosse différence au niveau de comment c'est perçu puis c'est accepté. J'ose espérer qu'un jour, ça sera un peu dans ce sens-là pour la santé mentale aussi. Et puis, pourquoi, vous, au départ, vous avez décidé de vous impliquer dans cet organisme-là? Est-ce que c'est parce que ça vous touchait de loin ou de près? En fait, l'offre d'emploi m'a vraiment plu. J'étais tanné de planter des arbres, honnêtement. OK, c'est pour ça. Oui, mais les 4 principaux prérequis étaient d'avoir vécu au moins une psychose, d'avoir un diagnostic, entre guillemets, sévère en santé mentale, d'être en rétablissement depuis au moins 2 ans, puis d'avoir de la facilité à communiquer son vécu. Ce n'est pas des choses qu'on écrit dans un CV normalement. Vous avez bien raison. Et pour terminer justement sur cette lancée, qu'est-ce que vous aimeriez dire à une personne qui est tout pris avec un problème de santé mentale, mais qui hésite à aller se confier à quelqu'un? Bien, je vous encourage à sortir de l'isolement parce que ça fait juste empirer la situation, puis détériorer aussi tous les autres aspects de la santé, que ce soit physique ou mental, finalement. Mais merci beaucoup. Plaisir. Une 50aine de personnes ayant des déficiences mentales ou physiques ont sculpté aujourd'hui des blocs de neige près de la rivière aux Sables. Ils étaient accompagnés des membres du Centre intégré universitaire de santé de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean. L'événement est une collaboration avec Saguenay en neige. Voici le reportage de Coralie Ovington. Malgré la neige qui tombait au moment de l'activité, la température n'a pas stoppé les participants de se présenter à la place Nikitoutagan. Répartis sur différents blocs de neige en fonction de leurs conditions physiques et mentales, la sculpture qu'ils ont réalisée représentait un aspect de leur déficience. On a 6 blocs répartis, déficience physique, intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, centre jeunesse, déficience visuelle, déficience auditive. Comme la majorité des participants avaient une condition particulière, la façon de réaliser leurs œuvres avait été adaptée à leurs besoins. C'est le cas pour celles sculptées par les malvoyants. On a mis de la couleur pour voir les reliefs, pour permettre à ceux qui ont une basse vision de voir mieux un peu vers où on s'en va. Organisée depuis maintenant 8 ans, l'activité permet aussi de rassembler ces personnes aux conditions particulières. Les gens dans la vie de tous les jours, là, dans leur famille, sont peut-être tout seuls avec un handicap. Fait que là, ils se regroupent ensemble puis ils font une activité pas mal plus plaisante. Puis quand ils reviennent chez eux, mais ils sont des sculpteurs en neige. Là. Ça leur sort du quotidien. C'est vraiment plaisant. Plusieurs participants étaient d'ailleurs très heureux de sculpter leurs œuvres. C'est la finition. Ouais. Ils veulent pas m'envoyer sur le rough avec la pelle. Parce que moi tout arraché. Certains ne voulaient même plus rentrer. Oui, parce que tout à l'heure, ils m'ont demandé pour rentrer, pour aller prendre un café. Puis j'ai dit, moi, autant travailler après notre tortue. Pour ceux et celles qui n'ont pas pu participer à l'activité aujourd'hui, 5 blocs de neige seront aussi disponibles dans le stationnement du centre de réadaptation en déficience physique le 6 février prochain. Ici Coralie Ovington, ATM Nouvelles, Saguenay. L'ancien chef de la banque de Masteuillage, Gilbert Dominique, a été défait aujourd'hui aux mains de Ghislain Picard pour le poste de chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, la PNTL. Mathieu Bédard, comment est-ce que les élections se sont déroulées?
Ça s'est déroulé un petit peu dans le silence. Là. Les 43 chefs des communautés des 10 nations autochtones se sont réunis là, dans un salon privé hier et aujourd'hui à Montréal pour déterminer qui allait être le chef de l'APNQL. C'est Ghislain Picard qui a remporté ces élections. Il en sera donc à un 10e mandat à la tête de cette Assemblée. Il est en poste depuis 27 ans, donc depuis 1992. Il est le porteur de dossiers nationaux pour les nations autochtones. Là. On pense à l'éducation, la santé et les finances pour tout le territoire du Québec du côté des Autochtones. Et quelles étaient les promesses principales de Gilbert Dominique? Oui, bien, Gilbert Dominique, là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un homme de 53 ans. C'est l'ancien chef de la bande de Mastoyache. Il est bien connu dans la région puisqu'il a été en poste de 2003 à 2017, donc pour 14 ans. Et il avait envie de défendre le Saguenay-Lac-Saint-Jean également. Gilbert Dominique, là, il milite pour réclamer les négociations nation à nation avec le gouvernement du Québec, mais également pour conduire la nation autochtone vers le chemin de l'autodétermination du gouvernement. Donc, on peut dire là, un peu qu'il désirait que les nations autochtones se détachent un peu du gouvernement fédéral et prendre leurs décisions par eux-mêmes. Cependant, son plus gros dossier, là, c'est qu'il désirait pousser davantage sur les enquêtes nationales des femmes et des jeunes filles qui ont été retrouvées disparues et assassinées sur les territoires autochtones. Et Mathieu, qu'est-ce que l'APNQL exactement? Oui, bien, c'est la plus grande organisation politique autochtone du Québec. Elle est composée de l'Assemblée des chefs des 43 communautés des Premières Nations du Québec et du Labrador. Elle permet aux Autochtones là, de se défendre sur l'échelle nationale et de faire valoir leurs points un peu là, lorsqu'ils sont un petit peu délaissés. Mathieu Bédard, merci beaucoup. Ça fait plaisir. La commission scolaire des Rives du Saguenay devra rembourser 2,1 millions de dollars aux parents qui ont payé pour du matériel scolaire entre 2010 et 2017, puisqu'ils auraient dû être fournis gratuitement. Un montant de 28,49 sera versé pour chaque enfant ayant fréquenté la commission durant ces années. Les premiers chèques ont déjà été postés et l'ensemble des parents seront remboursés d'ici juin. Les entreprises MEC4, Stats, Maestria Solutions ainsi que le groupe EDS de Saguenay participeront au Salon Aluminium India 2019 et au congrès INCAL présenté du 31 janvier au 2 février à Bhubaneswar, plaque tournante de l'industrie indienne de l'aluminium. La tatoueuse Julie Ofranos a réussi à amasser plus de 1 300 $ en l'espace de 2 mois pour l'Association québécoise de prévention du suicide lors de sa visite au Lac-Saint-Jean. Depuis les débuts du projet Point Virgule, près de 10 millions de dollars ont été remis à divers organismes reliés à la santé mentale, à la dépression ou à la dépendance. Le festival Réaction créative du Saguenay-Lac-Saint-Jean proposera plusieurs activités mariant l'art et les sciences dans la région. La 2e édition du festival aura lieu du 23 au 25 mai prochain. Pour nous en parler aujourd'hui, mon collègue Nicolas Lamotte a reçu sur le plateau la coordonnatrice du festival, Camille Brisson. Alors, Madame Brisson, bonjour. Bonjour, William. Expliquez-moi, Madame Brisson, qu'est-ce que le festival Réaction créative? En gros, l'idée est de rassembler les arts et la science. Donc, c'est un festival qui est un peu une fête de l'interdisciplinarité, quelque chose qui est très au goût du jour. Donc, concrètement, on jumelle un artiste avec un chercheur scientifique et pendant 2 mois, l'artiste va se familiariser avec les travaux du chercheur et puis va créer une œuvre qui sera alors exposée. Les œuvres seront exposées durant le festival. Et quel type de science est-ce que les artistes vont traiter? On va très, très large. En fait, on a divisé ça en volets plus concrets. On va parler la terre, les atomes, le corps. On va parler autant de santé mentale que physique. Donc, on va dans les sciences de la santé, les sciences fondamentales, les sciences de la terre, on les couvre tous. OK. Il s'agit de la 2e édition. Est-ce qu'il va y avoir de nouveautés cette année? Oui, tout à fait. L'année dernière étant un peu notre première version, on est allé, disons, en douceur. Cette année, vu le succès encouru l'année dernière, on a décidé de foncer. On a ajouté les volets ateliers jeunesse. On va donc faire des ateliers de médiation culturelle qui consistent en des ateliers de création plastique, artistique, par lesquels on intègre des notions scientifiques. Donc, vraiment toujours notre principe interdisciplinarité. Et puis, on a des volets conférences plus adultes, le tout en gardant en tête
la démocratisation. Donc, tout est gratuit, tout est fait en formule table ronde, très décontracté. Et maintenant, on a vu sur votre page Facebook que vous allez pousser la vulgarisation scientifique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Entre autres, en utilisant l'art, qui est un puissant moyen de vecteur de communication, les artistes qui vont créer des œuvres d'art vont aller chercher des gens qui sont peut-être plus réfractaires au domaine des sciences, moins familiers, vont ouvrir aussi cette espèce d'aspect plutôt méconnu des sciences qui exige une certaine créativité, une audacité, qui est un peu le dénominateur commun entre l'art et la science. D'accord. Et est-ce que c'est difficile d'aller rechercher des artistes et des scientifiques, de les rassembler ensemble dans un projet du genre? Est-ce que c'est difficile de faire ça? En fait, pas tant. C'est pour être chercheur scientifique, pour être artiste, il faut être curieux de nature, je pense. Il faut avoir un goût d'aventure. Donc, somme toute, ça se passe très bien. Évidemment, c'est des rencontres humaines, donc il y a une petite période d'apprivoisement qui se fait entre le chercheur et son artiste jumelé. Mais c'est toujours des résultats convaincants, ça se déroule très bien. C'est cool. Et où en sont les préparatifs? Pour l'instant, on est en plein cœur, en plein recrutement. On a donc l'appel de candidature autant pour les artistes que les chercheurs qui est en cours, et ça jusqu'au 15 février. Et puis, on a tout cependant, nos ateliers sont préparés. On est en dépôt, en démarche aussi avec les acteurs de la région parce que, comme j'ai mentionné, notre but, c'est de démocratiser. Donc, on veut un petit peu investir la ville, être un petit peu omniprésent dans différents lieux pour que les gens y aient facilement accès. Okay. Et d'où vous est venue l'idée de créer ce genre de festival? Alors, on sait qu'il y en a ailleurs au Québec, mais pourquoi le créer dans la région? En fait, il me semble un peu plutôt une évidence de chaque ville universitaire regorge de chercheurs, de scientifiques, de gens. En fait, le bassin est là et concrètement là. Donc, c'est une question de logistique aussi pour être en mesure de mettre la main sur ces gens-là qui ont des vies très occupées, évidemment, autant les artistes que les chercheurs. Donc, en étant géographiquement proche de ces villes universitaires-là, la logistique est beaucoup plus évidente, beaucoup plus facile. D'accord. Et maintenant, à quoi peuvent s'attendre le public qui vont aller voir cet événement-là? En fait, le festival qui se déroule sur 3 jours, le clou est l'exposition le 25, samedi le 25 mai. Okay. Donc, c'est une exposition, un vernissage à la bonne franquette. On va rencontrer des artistes, des scientifiques. Et lors des volets jeunesse, des tables rondes, des conférences, comme je l'ai mentionné, de manière très décontractée, brasser des idées, discuter, le tout vraiment dans une volonté d'atteindre tout le monde et d'avoir du plaisir. Et maintenant, comment est-ce que les gens peuvent participer, donc s'inscrire pour y aller? Donc, pour s'inscrire, vous pouvez vous rendre soit sur notre page Facebook ou le site Internet où les coordonnées de tous les coordonnateurs de toutes les villes participantes se trouvent. Pour le Saguenay, vous pouvez simplement me joindre à camille.creativereactions@gmail.com. Comme je vous l'ai mentionné, réactions créatives au pluriel sur Facebook ou sur Internet. D'accord. Et comment est-ce que, pardon, le lieu n'a pas encore été confirmé de l'événement, donc pouvez-vous nous rappeler la date de l'événement, par contre? Oui, donc le festival se déroule le 23, 24 et 25 mai prochain, au printemps. Donc, et pour le lieu, en fait, c'est comme nous, on fait un appel de candidature, il est de même pour les lieux de diffusion d'exposition. On soumet des dossiers qui sont présentement à l'étude un peu partout dans la région. D'accord. Alors, je m'entretenais avec la coordonnatrice du festival Réaction créative. Alors, Mme Risson, merci beaucoup. C'est un plaisir. Les billets pour le concert de The Offspring à Alma ont tous été vendus en seulement 2 heures. Ce spectacle, qui fait partie de la programmation du Festival Alma, est la carte principale du festival cette année. Le groupe californien sera de passage le 15 juillet prochain à Alma. Près de la moitié des personnes âgées de 65 ans et plus vivent seules au centre-ville de Jonquière. Cette problématique a été présentée lors de la rencontre Coup d'œil sur les communautés qui se déroulait hier soir au Patro de Jonquière. La direction du CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean s'est unie avec des collaborateurs afin d'analyser les lacunes de la région à la suite de la publication des statistiques de Recensement Canada. Et Yann Pilote, quelles problématiques sont ressorties de cette présentation? Donc, Geneviève, comme vous venez de mentionner, on parle de 42 %, donc près de la moitié des personnes âgées de 65 ans et plus qui vivent seules au centre-ville de Jonquière. Autre problématique qui a été relevée, c'est le revenu du centre-ville S qui est plus bas que la moyenne générale. Donc, en termes de proportion, on parle de 33 % des individus âgés de 15 ans et plus qui vivent sous le seuil de la mesure du faible revenu. Pour ce qui est du secteur de Kenogami, c'est 21 % des citoyens de 25
45 à 64 ans qui n'ont pas de diplôme, certificat ou grade à leur actif, 14 au centre-ville Est et 13 au centre-ville. Et Eliane, est-ce que des solutions ont été proposées? Oui, plusieurs solutions qui ont été proposées par les citoyens selon les problématiques de leur secteur respectif. Pour qu'est-ce qui est de Jonquière, on parlait d'amener des attractions afin de rendre le secteur plus attrayant et ainsi inviter les citoyens de d'autres secteurs à même peut-être venir s'installer et à venir visiter Jonquière. Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, a amené une solution en fait qui était d'utiliser les espaces délaissés depuis plusieurs années afin de les réanimer et bâtir sur la ville, un concept assez intéressant afin d'éviter l'étalement urbain. On l'écoute à ce sujet. Alors, c'est d'utiliser ces espaces pour le revitaliser, pour construire des appartements, faire des parcs. Donc, de densifier, ça veut dire de construire la ville sur la ville au lieu de l'étendre et de faire en sorte que les distances sont plus longues. Des points forts ont-ils été présentés? Oui, donc après plusieurs consultations citoyennes, beaucoup de points positifs sont revenus, entre autres la qualité de vie ainsi que la région qui bouge. Donc plusieurs activités festivals qui sont proposées aux citoyens, ce qui fait en sorte que les gens aiment leur secteur et veulent y rester. Et à la suite des consultations citoyennes, quels souhaits revendique la population? Donc, pour les secteurs plus éloignés, ce sont les épiceries, les dépanneurs qui reviennent. Sinon, plus d'attractions, comme j'ai dit un peu plus tôt, pour amener le plus de population possible. Merci beaucoup, Eliane. Plaisir. Le tournoi de curling des retraités à Kenogami attirera plus de 250 joueurs dès dimanche, le 3 février. 64 équipes d'un peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean seront dans la région. Voici le reportage de mon collègue Jasmin Blanchette. La 29e édition du tournoi de curling des retraités de Kenogami se mettra en branle dès le dimanche 3 février à 8h30. 256 joueurs, 64 équipes se battront pour la victoire. Selon le responsable du tournoi, Gilles Deschaines, c'est un tournoi à but récréatif, mais qui peut devenir un peu compétitif. C'est participation. Beaucoup de participation, mais des personnes de certains âges aiment compétitionner. Il suffit d'embarquer sur les glaces pour voir que la compétition existe malgré le plaisir de jouer. Et si l'on se fie à M. Deschaines, les participants auront beaucoup d'occasions afin de fraterniser durant la prochaine semaine. Durant la semaine, ils sont quand même gâtés. Le midi, on offre des soupes gratuitement. Le restaurant va être ouvert. Disons que c'est l'occasion de fraterniser et s'amuser ensemble. 32 équipes du club de curling de Kenogami, 11 de celui d'Alma, 8 de celui de Chicoutimi, 7 de celui de Labbé, 5 de Roberval et 1 de Saint-Félicien se battront afin de récupérer les grands honneurs. Notons d'ailleurs la technologie très présente à celui de Kenogami, alors que certains joueurs ont installé des chronomètres sur leur balai afin d'évaluer la vitesse de la pierre. Et lorsque questionné à propos de ses chances de remporter le tournoi, Gilles Deschaines s'est fait très réaliste. Je l'espère, mais il y en a beaucoup qui n'y croient pas. Le tournoi débutera donc le dimanche 3 février dès 8h20. Il faudra cependant attendre le 9 février afin de savoir qui seront les grands vainqueurs du tournoi de curling de Kenogami. C'était Jasmin Blanchette, ATM Nouvelles, Saguenay. La patineuse de vitesse bérivraine Valérie Maltais participera à une étape de la Coupe du monde de patinage longue piste cette fin de semaine en Norvège. Elle fera ensuite un détour en Allemagne pour participer à 4 compétitions du championnat du monde de distance individuelle. La patineuse a abandonné le patinage court-piste pour se consacrer au patinage longue piste lors des derniers mois et a comme objectif de se rendre aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Les 2 judokas de Saguenay, Arnaud Blaquière et Anne-Clara Guérin, vont représenter le Québec, mais aussi le Saguenay-Lac-Saint-Jean aux Jeux du Canada le 15 février au 3 mars à Red Deer, en Alberta. Les 2 étudiants de secondaire 5 continuent leur entraînement en vue de cette prochaine compétition qui sera féroce. Mais Arnaud Blaquière est très heureux de porter les couleurs du Québec aux Jeux du Canada. On l'écoute à ce sujet. Je suis très content, très fier aussi. Ça va vraiment être une belle expérience. Je suis content de représenter mon petit coin là-bas. Une piétonne a été happée par un autobus de la STS sur le terrain du stationnement de l'UQAC plus tôt ce matin. Selon les autorités, c'est la chaussée glissante qui est en cause. La victime a été transportée à l'hôpital par ambulance pour soigner des blessures mineures. Et pour la météo, maintenant, Maïka Lamquet, cette nuit, ça ne sera pas chaud dans la région.
Oui, Geneviève, Environnement Canada vient de publier un avertissement de froid extrême pour le lac Saint-Jean. Donc, on parle d'un minimum de moins 24 pour ce soir et de moins 38 pour cette nuit. À Saguenay, ce sera des températures similaires. On parle de moins 22 en soirée et de moins 35 cette nuit. Si vous avez des déplacements de prévus, il faudra s'habiller très chaudement puisque des engelures sont possibles en quelques minutes. Il faudra être également très prudent sur les routes puisque la chaussée est encore très glissante. Ici Maïka Lamquin, ATM Nouvelles, Saguenay. Cela conclut notre web journal du 30 janvier. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Au revoir.